Bonjour, mon invité aujourd'hui est Thierry Oberlé, journaliste, ancien journaliste au Figaro. Il a travaillé pendant 33 ans et il est auteur de plusieurs livres. Le dernier est Mohamed VI, le mystère, c'est aux éditions Flammarion. Bonjour. Bonjour. Mais c'est un véritable pari auquel vous êtes livré. C'est-à-dire pourquoi avoir choisi un sujet aussi compliqué en termes d'infos? Ouais, c'est un sujet qui est devenu difficile d'accès parce que l'accès au roi du Maroc n'est pas aisé. Je m'y suis intéressé parce que j'ai travaillé très longtemps sur le Maghreb. Et puis je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose, un éclairage, à défaut de percer les mystères du royaume. J'étais en capacité d'amener au moins un éclairage assez net sur ce qu'est devenu ce pays, le Maroc, au cours du règne de Mohamed VI. Parce que la différence entre un président et un roi, c'est qu'un roi, on peut commencer à juger de son action au bout de 10, 20 ans, alors qu'un président, c'est 5 ans. Et donc, je me suis dit qu'il était temps de faire un bilan de ce règne. Ce qui est fascinant avec le Maroc, c'est la complexité. On est obligé en permanence de décoder, d'aller au-delà des apparences. C'est-à-dire que comment vous avez pu d'abord construire votre méthode et aller à la source? Bah oui, c'est un peu un pays où il y a des masques, comme souvent en Afrique. Mais donc il faut essayer d'aller voir derrière ces masques, qui sont des masques la plupart du temps très avenants et souriants. Et l'idée, c'était d'aller voir derrière aussi ce qui est présenté parfois comme une réussite économique du pays, mais qui est considéré par d'autres un peu comme des éléphants blancs qui masqueraient, qui cacheraient des réalités beaucoup moins extraordinaires, d'aller voir un peu ce qui se passe dans les coulisses. On a besoin les coulisses, il faut les fréquenter pour pouvoir les raconter. Faites-nous une loupe sur d'abord le fonctionnement du Marzane, c'est-à-dire que ce pouvoir inscrit autour du roi et son entourage. Oui. Comment ça fonctionne d'abord? C'est un peu un tableau, un trompe-l'œil. Parce que sur le plan purement institutionnel, on a donc le roi qui est un roi exécutif, mais doté d'un gouvernement qui lui-même est issu d'élections qui se déroulent avec un vaste choix entre partis politiques. Ça, c'est un peu les apparences. Oui. Maintenant, la réalité, c'est que entre la figure du roi, qui est symbolique, mais aussi qui est, comme je l'ai dit, un roi exécutif, et le gouvernement, il y a ce qu'on appelle le Marzane, et qui en fait est une sorte d'administration. Mais quelles sont les strates qui en fait, la pointe de ce Marzane, c'est ce qu'on appelle les conseillers du palais. C'est ça. C'est donc des gens qui sont issus, en ce qui concerne le règne de Mohamed VI, de son entourage propre, mais depuis son enfance, puisque c'est des personnes qui sont de sa génération et qui étaient avec lui à l'école royale, qui est une école spécialement dédiée à la famille royale et qui se trouve dans le palais de Rabat, et où on sélectionne des enfants brillants, venus un peu de toutes les classes sociales, et qui vont former une sorte de super élite qui entoure et protège le roi. Et ces conseillers donc, sont les principaux conseillers dont on parle très peu, parce qu'ils n'ont pas vocation, bien qu'on les connaisse bien sûr, mais ils n'ont pas vocation à
à intervenir énormément sur la scène publique. Ce sont eux les véritables décideurs. Oui. C'est-à-dire qu'au-delà de cela, c'est-à-dire que qui aujourd'hui structure et pilote ces personnes, cette galaxie qui a un pouvoir véritable en réalité. Bah, donc ces personnes qui vont se partager en fait les pouvoirs régaliens, mais aussi le pouvoir économique, c'est un peu ça la spécificité. Elles vont fonctionner ensuite par un effet d'entraînement avec une structure qui est ce qu'on appelle le Marsène, qui est des cadres dirigeants et des cadres administratifs que l'on retrouve d'ailleurs pour une cérémonie, parce qu'il y a toujours ce mélange de tradition et de modernité. Le côté contemporain, mais le côté tradition, c'est par exemple cette cérémonie qui a lieu une fois par an, qui est la cérémonie d'allégeance. Et donc ça se passe actuellement à Tétouan, et le roi apparaît à l'occasion de cette cérémonie où tous les membres du Marsène qui sont en tenue traditionnelle viennent afficher leur allégeance au souverain, la répéter tous les ans. Et le roi lui-même, qui est aussi la particularité du Maroc, il est le commandeur des croyants. Oui, ça. Donc il a un pouvoir qui est également spirituel. Et donc, au cours de cette cérémonie, puisqu'il est le représentant de Dieu sur Terre, il ne touche pas la Terre. Donc il était pendant un temps, dans sa jeunesse, enfin dans ses années de pleine santé, à cheval. Et ces dernières années, il est sur une décapotable américaine, debout, à saluer. Est-ce que ce déphasage entre traditions très pesantes, avec des énergies très fortes, et aujourd'hui, avec une forme de modernité réelle? Mais c'est justement ce mélange qui permet à l'ensemble de fonctionner. Hassan II a joué un rôle important justement parce qu'avant c'était des sultans qui gouvernaient, si on revient loin dans l'histoire, post-coloniale, avant la présence française, c'était des sultans qui gouvernaient et les tribus qui faisaient allégeance, et ça formait un ensemble qui s'appelle le Royaume du Maroc. Maintenant, c'est plus un sultan, c'est un roi, et l'allégeance fonctionne avec le Marsène. Et en même temps, ce mélange de tradition et de côté contemporain font qu'il y a toujours une adhésion de la population qui se reconnaît et qui forge un peu son identité, est forgée par l'existence de ces cérémonies. Donc Mohamed VI est au pouvoir depuis 1999. 28 ans, mais surtout, on a le sentiment que il a modernisé, il a réussi à modifier le mode de gouvernance, et puis il a donné une forme d'instabilité réelle. Il n'a pas, en fait, fondamentalement changé le mode de gouvernance. Avant, la gouvernance était beaucoup plus centralisée, elle dépendait de Hassan II. C'est lui qui décidait de tout. Lui a une personnalité un peu différente, et en fait, les conseillers jouent un rôle beaucoup plus important, mais c'est vrai qu'il y a eu le pays s'est adapté, il s'est adapté à la mondialisation. Il l'a fait avec des qualités et des défauts, et ça donne un bilan qui est en fait en demi-teinte, contrairement à ce que dit souvent la... Oui, mais au-delà de la propagande, en tout cas, on voit, il y a les grands chantiers, il y a une modernité, même si elle cache certaines situations, mais on voit quand même, il y a une dynamique extrêmement structurante qui explique que le Maroc est dans un état d'émergence. Non, moi, mon constat, c'est qu'il y a justement, il n'y a pas d'émergence.
C'est-à-dire qu'on a un développement... À travers les critères économiques? Oui, parce que pour devenir émergent, il faut avoir une croissance, par exemple, de 7-8%. C'est vraiment pas le cas du Maroc. Et on a l'impression que le Maroc est en fait, à cause justement de ces structures qui ont permis d'avancer, mais que là, il y a un palier où ces méthodes, en fait, conduisent à une sorte de plateau de plateau de verre qui maintenant faudrait franchir, mais pour le franchir, il y aurait sans doute des réformes à faire. Enfin, moi, j'ai pas Oui. mais c'est de l'ordre du constat, quoi. C'est là que nous allons nous attarder sur les éléments clés. Notamment, vous venez d'expliquer le mode de fonctionnement du Marsan. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aussi la politique, la diplomatie, Oui. qui est un élément fondamental. Et on a vu que depuis 1975, c'est-à-dire que bien avant l'arrivée de Mohamed VI, que la question du Sahara occidental est un axe majeur. Et que le roi Mohamed VI, il en a fait un cheval de bataille et il semble gagner son pari. Au départ, la question du Sahara occidental, c'est une question de politique intérieure pour Hassan II. Ça lui permet en fait de créer une unité dans un pays qui était assez fracturé entre nationalistes, la gauche traditionnelle, la gauche révolutionnaire. Ça permettait d'unifier la population derrière une cause nationale qui est le Sahara occidental. Avec Mohamed VI, on est passé à une autre étape qui est celle de la reconnaissance par entre guillemets, la communauté internationale de la position marocaine comme étant la position de force. De force parce que, d'une part, il y a la présence sur le sol du Sahara occidental qui a été développée. Le Maroc a mis beaucoup d'argent. Absolument. On a une idée sur la somme d'argent? Je ne pourrais pas vous le dire, mais ça s'est fait souvent d'ailleurs au détriment du développement du Nord. Alors Mohamed VI a essayé de rééquilibrer cette différence entre le nord et le sud. Mais donc il y a cette réalité qui est l'occupation de fait du Sahara occidental. Et la réalité donne raison aux Marocains. Et le fait que maintenant, la réalité certes, mais le droit international, pas forcément. En tout cas, le droit international dit qu'il faudrait que ce soit aux populations locales de trancher. Alors, il y a une voie qui a été prise et qui a été... Mohamed VI a compris que le droit international, Trump premier, c'est le cadet de ses soucis. Donc, Trump, lui, a fait de la diplomatie transactionnelle comme il sait le faire, sous son premier mandat. Et il a dit aux Marocains, pour simplifier, je reconnais la marocanité du Sahara occidental, et vous entrez dans les accords d'Abraham et donc vous rentrez dans une coopération avec Israël. Cette coopération, elle existait déjà, mais sauf qu'elle était discrète, elle était cachée, et là, elle a été formalisée, et elle s'est beaucoup développée, notamment sur le plan militaire. Donc, il a gagné sur ce point, et ensuite, il a réussi, à force de pression, parce que ça a été des bras de fer, où il a utilisé des méthodes qui sont celles de la diplomatie musclée, qui sont aussi celles qu'utilisent aussi des services d'espionnage, etc., pour pousser l'Espagne, dans un premier temps, c'est-à-dire les anciennes puissances coloniales, l'Espagne et la France, c'était ça les deux principaux objectifs. Après, les autres sont venus... ou sont venus au même moment, mais maintenant il y a également l'Europe qui est derrière cette solution qui est celle qui est préconisée par le roi et qui n'est plus la solution algérienne, ni celle du Polisario. Et là, on a l'impression que les choses sont vraiment en train d'évoluer. Il y a des négociations en ce moment, et visiblement, visiblement, on ne voit pas grand-chose, mais on peut considérer que
Ça avance, et ça avance dans le sens marocain. Comme on dit, on fait la politique de sa géographie, la diplomatie de sa géographie surtout, mais le Maroc, on a l'impression, depuis ses problèmes avec l'Algérie, Ouais. est sortie complètement de son cadre géographie. Elle est dans la cour des grands, elle est associée à des grands moments. Et sa politique, sa normalisation avec Israël est un élément qui semble changer complètement la donne. On est surpris par... c'est-à-dire que Israël ne fait pas partie de la région, mais le Maroc semble parier sur ce facteur. J'y parie dessus, c'est un pari risqué aussi, hein, parce que le Proche-Orient, le Moyen-Orient, c'est une région instable, hein. En rejoignant les accords d'Abraham, donc les Marocains ont aussi suivi... L'allié numéro 1 du Maroc, c'est les États-Unis. Ensuite, Au départ, c'était la France. Non, moi je considère que ça a toujours été les États-Unis. Dans les moments clés, Oui. ils se sont toujours mis sous ça. le parapluie américain. Regardez après 2001 et l'intervention américaine en Afghanistan, il y a eu une coopération policière, notamment sur la traque des djihadistes de Al-Qaïda, où les Marocains ont joué un rôle, comme les Jordaniens. Mais ils ont aussi cet axe qui est l'axe des Émirats arabes unis. C'est très important pour eux. Le prince qui dirige l'effet miroir. Oui, l'effet miroir. Et puis il y a l'argent émirati qui permet aussi de financer, participer à ces infrastructures, à la préparation de la Coupe du Monde de football, que le Maroc va co-organiser avec les Espagnols et les Portugais. Et ils sont dans cet axe américain, émirati, et puis il y a Israël. Israël, c'est un choix... oui. Aléatoire. Qui est, en tout cas, qui est audacieux, quoi. C'est ça. Mais le père Hassan II, lui aussi, avait toujours une politique qui était très... on va dire, original, pas au moment de la Ligue arabe où tous les pays refusaient la reconnaissance de l'État d'Israël. Lui, il était toujours pour jouer un rôle, et il a joué un rôle dans le rapprochement qui a mené aux accords d'Oslo. Malgré tout... mais là, on n'est pas dans une situation on est dans une situation très complexe, hein, mais dans le rapport de force, puisqu'on fonctionne sur la force actuellement, et non plus tellement sur des questions de droit ou d'idéologie, il est du côté des pays de force, on va dire. C'est ça. Ouais. Alors, vous l'avez dit, il y a une véritable stratégie avec les Américains, mais qui précède l'arrivée de Mohamed VI. Mais comment situez-vous les autres acteurs, comme l'Europe, comme en réalité d'autres pays? C'est-à-dire comment situez-vous par rapport au Maroc, hein. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Le lien franco-marocain, il est très important. Ah oui. Il est très important, à mon sens, parce que par rapport à l'histoire. Mais c'est lié à l'histoire. C'est ça. C'est lié à l'histoire. Après, il y a un facteur humain qui joue. Il y a aussi une communauté française, une communauté marocaine en France qui est très importante. C'est une des plus importantes. Oui, qui est souvent française. C'est le pays à qui on donne aussi, les Français donnent le plus de visas. Oui. Et inversement, il y a une communauté française au Maroc qui est importante et qui est très active économiquement. Donc le lien lié du colonialisme au niveau économique, il a changé, mais il existe toujours. Il y a des intérêts économiques très importants de la France au Maroc. Et ces intérêts vont avoir leur mot à dire lorsqu'il y a une situation de crise, par exemple. Lorsqu'il y a eu la crise franco-marocaine, les gens du CAC 40 étaient plutôt
poussé pour dire bon, il ne faut pas se fâcher avec le Maroc. Hein. L'Algérie, finalement, qu'est-ce qu'on fait comme business avec l'Algérie pour l'instant? Est-ce qu'on n'est pas en train de... C'est un génie très fort. De chasser l'ombre, alors... Oui. Donc ça a joué. Donc ça joue beaucoup, ce lien particulier franco-marocain qui existe toujours, mais qui se réduit quand même. Il est plus ce qu'il était, par exemple, au début du règne de Mohamed VI, lorsque Jacques Chirac était président. C'est fini cette époque. Mais le monde a changé. C'est-à-dire que le génie des Marocains, c'est qu'ils sont dans une position, ils captent les occasions. Je ne sais pas si c'est du génie, mais en tout cas, ils se sont adaptés au multilatéralisme et au fait de... C'est ça. On ne va pas juste tabler sur les Français, il y a les Chinois aussi, on est ouvert économiquement et aux autres. Mais alors, ça peut aussi avoir par exemple, quand on parle de l'industrie de l'automobile, c'est très bien parce que ça permet de l'emploi. Mais en fait, ce n'est pas le Maroc qui exporte des voitures, ce sont des marques européennes qui exportent. Voilà. Délocalisé. Ce n'est pas pareil. Oui. Dans cette multipolarité. C'est là où j'en reviens au fait que ce n'est pas, à mon sens, un pays émergent pour l'instant. Dans cette multipolarité, où situez-vous cette envie du Maroc de mener une politique africaine? Est-ce que véritablement elle est réelle? Je crois qu'elle est dans les gènes de Mohamed VI. Elle est dans son parcours d'éducation aussi. Il a fait sa thèse sur les relations avec l'Afrique. Et il sait tout de suite, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'Afrique. Non, mais je vous parle concrètement. Est-ce que vous voyez... Non, mais ça, c'est sur le fond. C'est ça. Mais après... il y a maintenant, donc il a mis en place une politique qui permet au Maroc d'avoir une puissance stratégique, une profondeur stratégique en Afrique. Avant, le Maroc a traditionnellement travaillé avec 2 ou 3 pays, avec le Sénégal, avec un peu dans cette ligne qui pouvait monter peut-être jusqu'à Kinshasa. Mais maintenant, il va travailler aussi avec... il y a des coopérations et avec l'Afrique de l'Est. Dans le domaine bancaire, dans le domaine des services. D'une certaine manière, souvent le Maroc remplace la France quand la France est en repli. Oui, et la France est en repli. Et surtout, le mot génie veut dire exploiter la situation. C'est-à-dire que les Marocains ont beaucoup appris de la France et ils ont emboîté le pas après pour occuper les places. C'est-à-dire qu'ils ont su capitaliser sur le savoir-faire. Sans être perçus pour l'instant comme des néocoloniaux. Oui. Ce qui est reproché souvent aux Chinois. Et aux Français, ça a été le cas, puisqu'ils se sont fait éjecter du Sahel. Donc ils sont perçus comme un pays qui apporte quelque chose aux pays avec lesquels ils vont avoir des interactions. Et ça, pour l'instant, c'est extrêmement positif pour les uns et pour les autres. Selon vous, c'est-à-dire qu'on voit le Maroc dans son obsession de ne pas éviter l'encerclement, notamment avec l'Algérie, ça a ouvert, en tout cas, tous les côtés pour pouvoir avoir une respiration en dehors de... Mais le Maghreb aujourd'hui est totalement bloqué. Et défait même d'une certaine manière. Oui, ce qu'il faut revenir aussi à la situation géographique du Maroc, mais vue du Maroc. C'est-à-dire qu'ils sont à l'extrémité, c'est un pays qui est à l'extrémité du monde arabe, mais vraiment c'est l'extrême ouest. Oui. Et donc ils avaient besoin
puisqu'il y a puisque le Maghreb unifié, ça ne fonctionne pas, ils avaient besoin de s'ouvrir vers l'Europe et vers l'Afrique, vers l'Afrique noire et vers l'Europe. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce que la situation est totalement figée au Maghreb et elle est en régression, en fait. C'est une partie du continent africain qui est en crise. Ah oui, c'est un verrou. Ouais. Un verrou qui coûte cher, d'ailleurs, même pour l'espace Euromed. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune perspective que le nœud se déplace. Écoutez, il faudrait que la position algérienne évolue. Il y a certains des premiers signes qui laissent à penser qu'elle pourrait évoluer, parce que l'Algérie se trouve... c'est l'Algérie qui est isolée maintenant. Oui. Ils vont tout faire, je pense, pour essayer de sortir de cet isolement, et ça passe par le dialogue, forcément. Oui. Pour conclure sur le point de Mohamed VI, c'est qu'il est en phase de préparation. Il prépare son fils à lui succéder, qui a 23 ans, qui semble être petit à petit mis sur orbite. Est-ce que aujourd'hui, que voyez-vous dans les signes des manifestations du prince héritier? Comment vous le voyez? Est-ce que vous sentez qu'il y a des promesses pour une prise en main? On a très peu d'informations, très franchement, là, sur lui. Sa personnalité, finalement, c'est peut-être pas l'essentiel, mais sur ses idées, on en avait beaucoup plus à l'époque. C'est trop tôt pour le savoir, parce que le Marzen... Sans doute, mais ce qu'il faut constater, c'est sa jeunesse. Donc, il appartient à cette génération Z qui est née au XXIe siècle et qui fonctionne avec des références qui sont nouvelles. Et donc, son règne sera forcément différent ça, c'est clair. de celui de son père. Il y aura beaucoup d'attentes de la génération Z marocaine. Oui. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura une rencontre entre le roi et cette génération? C'est là-dessus que va se jouer un peu le sort du royaume. Pour évaluer cette manière de s'adapter à ce Maroc nouveau, quels sont les points d'appui qui vont servir, en tout cas, à cette continuation de l'évolution du pays, sa modernisation et sortir des dilemmes? Le point d'appui, pour l'instant, c'est toujours le Marsen, quoi. Le Marsen, en revanche, on ne sait pas du tout... de qui il va s'entourer. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Oui. Et je mets au défi les observateurs de me lister les futurs conseillers du futur roi. On n'en est pas là, de toute façon. Donc, c'est assez illisible. Hein. Oui. Très franchement, je ne voudrais pas... m'aventurer sur des pronostics. Hein. Oui, mais vous n'êtes pas attardé trop sur une véritable élite formée ces dernières années. Elle existe. Oui, regardez elle dans est les polyglotte, elle est une épine regardez Polytechnique forte. en France, le nombre de Marocains, le nombre d'étudiants marocains de très haut niveau, que ce soit en France, aux États-Unis. Ils ont les élites. Est-ce que ces élites voudront travailler au Maroc? C'est aussi une question. Parce qu'il faut qu'il y ait des opportunités, qu'ils y croient. Parce qu'on disait aussi la même chose au début du règne de Mohamed VI. Et beaucoup ont choisi de travailler plutôt en Europe ou aux États-Unis. Hein. Oui. Il y a tellement de questions qu'on a envie d'aborder, mais le temps est malheureusement limité. En tout cas, je recommande particulièrement la lecture de votre livre aux éditions Flammarion, Mohamed VI, le mystère. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.